Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un des plus gros points de douleur des jeunes managers, qui est celui de gérer sa double casquette, expert et manager. Pour illustrer ce point-là, il faut savoir que 64% des managers fraîchement promus se sentent mal préparés. Ça, c'est une stat qui nous est fournie par le cabinet Robert Walters. Derrière cette statistique, je pense qu'il y a le vécu de chacun d'entre nous. Il y a aussi un principe qui a été formalisé par quelqu'un qui s'appelle Peter, donc le principe de Peter. Qu'est-ce que nous dit ce principe ? Il nous dit que dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Avec pour corollaire qu'avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Alors c'est sans doute un peu extrême, mais effectivement, la voie logique, c'est qu'on est promu à des responsabilités a priori on ne maîtrise pas, et ça crée pas mal de bruit, pas mal de frustration, sans doute un sentiment un peu de remise en question, un syndrome de l'imposteur parfois. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer à vous donner quelques pistes. Nous, on travaille beaucoup sur ce sujet chez Tim Bakery. On a accompagné plus de 4000 équipes, donc à peu près plus de 4000 managers, sur ces sujets de nouvelle équipe, de comment je prends mes responsabilités, comment je crée un nouveau cadre qui soit à la fois convivial, efficace, comment je passe du rôle de collègue au rôle de N+1 notamment, comment je fais en sorte de continuer à produire, de pas renier mon expertise parce que je deviens manager. Tous ces sujets-là, on les traite au quotidien, on teste des choses, on échange beaucoup, on coach, on mentor, on propose des outils pour passer à l'action sur ces sujets. Ce que je vous propose maintenant, c'est quelques pistes. J'en ai 4 à vous proposer pour commencer à initier cette réflexion à votre niveau, et puis je vous donnerai une petite ouverture si vous voulez aller plus loin sur le sujet. Première piste pour réussir à bien gérer cette double casquette, c'est un point très pratico-pratique, c'est d'améliorer sa gestion du temps. L'idée, c'est de réussir à trouver un équilibre entre temps de production, temps de coordination. Il y a plein d'outils pour faire ça. Il y a surtout des réflexes à avoir. Parmi ces réflexes, je pense qu'il y a un premier truc qui n'est pas instinctif, en fait, surtout quand on est bon élève, c'est de séparer le moment où on capture une tâche à faire du moment où on réalise cette tâche. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent, quand on est avant d'être manager, quand on est contributeur individuel, on a en gros un seul canal de sollicitation. Alors ça peut être l'équipe, ça peut être son manager, mais c'est assez identifié, on a une liste de choses à faire et puis on rend des comptes à la fin de la semaine ou la semaine suivante sur ce qu'on a eu à réaliser. Quand on passe manager, ça vient de partout. Ça vient de son équipe, ça vient de son chef, ça vient des RH, ça vient d'autres parties de l'organisation, des projets transverses qu'on peut avoir. Et on peut vite se retrouver submergé. Donc la solution, c'est effectivement séparer le moment où je capture, qui est un moment rapide, j'ai une liste des choses que je vais avoir à faire, du moment de la réalisation. Et pour aller avec ça, il y a deux corollaires en fait à ce point-là qui vont améliorer votre gestion du temps. C'est essayer de passer vos semaines en mode récurrent, en disant dans la semaine, je sais que j'ai ces rendez-vous qui vont revenir chaque semaine. Alors on met en priorité peut-être les réunions d'équipe, les réunions projet, des choses effectivement qui font un peu le gros de la valeur de ce qu'on produit chaque semaine. On peut aussi mettre ces temps de travail plus individuels à l'avance dans son agenda, en distinguant deux choses, et c'est mon dernier point sur ce sujet de la gestion du temps, sinon je vais vous faire un cours complet là-dessus. Vous en retrouverez dans le club Tim Bakery d'ailleurs, un cours complet sur ce sujet avec des outils pour passer à l'action. Le dernier point étant de bien séparer, quand on parle de temps de travail individuel, le deep work, donc des moments où on a besoin d'être 100% concentré, on va chercher à éliminer toutes les sollicitations, toutes les notifications, donc c'est des temps, on va dire, assez longs, entre 30, 40 et maximum, je pense, 2 heures. C'est compliqué d'être complètement concentré après 2 heures, où là, effectivement, on va faire des tâches qui nous prennent beaucoup d'énergie. Ça va être coder, designer, revoir un contrat, préparer un plan de charge, bosser sur un document qu'on va partager, une prise de décision à faire, un mémo préparatoire, une prise de décision qu'on a à faire en équipe. Voilà, tous ces sujets où on n'a vraiment pas envie d'être dérangé. Quand on est manager, on a un autre type de tâches qui sont plutôt des tâches de coordination, qui nous prennent pas trop de bande passante, en tout cas pas trop d'énergie, mais qu'on va avoir à faire plusieurs fois par jour.
Et on peut aussi les sanctuariser. On peut se dire, par exemple, donc on appelle ça le shallow work. On peut se dire, par exemple, je réponds à mes emails le matin en arrivant, autour du déjeuner, et puis une fois le soir. Le reste du temps, je suis concentré sur ce que j'ai à faire, soit des deep work, soit des réunions, soit des échanges avec d'autres membres de l'équipe. Donc premier point, pour améliorer ça, penser à sa gestion du temps. Deuxième point, qui est en réalité très très lié au premier, c'est de clarifier ses priorités et ses attentes. Il est essentiel de définir clairement les responsabilités à associer à chacun de mes rôles, mon rôle de manager, mon rôle d'expert. Et essayer de revoir effectivement, alors quand on est manager, on doit se questionner effectivement sur quelle partie de l'expertise, quelle partie de mon expertise je vais conserver, quelle partie de mon expertise je vais plutôt chercher à déléguer, sur lesquels je vais chercher à responsabiliser les gens autour de moi. L'idée, c'est de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et éviter de se disperser. Cette clarification et ce travail permet aussi de mieux communiquer avec son équipe et de hiérarchiser les objectifs à atteindre. Ça nous permet d'aider nos collègues à prioriser à leur tour leurs tâches. Petit outil, petit exemple là-dessus. Moi, il y a un outil que j'utilise toutes les semaines qui s'appelle le Goal of the Week, donc les objectifs de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque lundi matin, je me pose en regardant mes tâches à faire, mon agenda, les emails que j'ai reçus pendant le week-end, ce que je vais avoir à traiter sur la semaine, et j'essaye de me fixer 1 à 3 priorités dans la semaine. Le truc le plus dur, c'est trouver le bon niveau de granularité. Je vais essayer de dire, il ne faut pas que j'avance sur tel programme, mais il faut que j'ai fini tel script, par exemple, pour tel programme, pour essayer de cocher la case à la fin et de me dire, ok, j'ai bien réussi ma semaine parce que j'ai réussi à mettre ça derrière moi. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'en avoir peu et surtout de trouver le bon niveau de granularité. Donc deuxième point, clarifier les priorités et mes attentes. Troisième point, quand on est expert, alors notamment quand on est expert technique, je travaille beaucoup avec des ingénieurs, il y a un point de travail, de développement, on va dire, d'apprentissage, progression, ça va être sa communication. L'idée, effectivement, c'est quand on passe du rôle d'expert à un rôle de manager, il y a plus de coordination, donc il y a plus de communication. Quand je parle de communication, je vais rester très très large au niveau de ce petit épisode, mais globalement, on peut mettre la capacité à faire du feedback, la capacité à en demander, la capacité à partager des objectifs, à aligner son équipe autour des objectifs, montrer comment les objectifs de chacun concourent à un objectif global, une ambition globale au niveau de notre équipe. Donc ça, on parle de management de son équipe, mais au-delà de ça, au sein de l'organisation, on va progressivement aller sur des sujets de comment je développe mon influence, comment je développe mon pouvoir de conviction, comment je fais en sorte de comprendre les enjeux des uns et des autres, ce qui n'est pas tout le temps explicite, comprendre aussi le langage corporel, les choses un peu plus tacites, pour effectivement pousser nos idées et montrer en quoi nos idées peuvent servir les objectifs on va dire, d'autres parties de l'organisation. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, et encore une fois, tout est question de progressivité. Dans un premier temps, travailler sur le feedback, travailler sur la communication au sein de son équipe, les rituels qu'on veut mettre en place pour s'assurer d'y aller progressivement et s'assurer de effectivement faire en sorte que les gens autour de nous savent ce qu'ils ont à faire et savent pourquoi ils le font et en quoi c'est aligné avec le travail de toute l'équipe, voire même de l'organisation. Donc troisième point, commencer très vite à tester des choses et améliorer sa communication. Enfin, le dernier point, le dernier conseil que je donnerais pour bien gérer cette double casquette, c'est d'apprendre, de renforcer sa capacité à déléguer efficacement. C'est assez crucial pour éviter la surcharge de travail. C'est vrai qu'en confiant certaines tâches techniques à des membres compétents de l'équipe, on va se libérer du temps pour se concentrer sur des tâches de coordination ou alors d'être toujours en avance de phase sur des sujets un peu plus techniques. Ça aide aussi nos collègues à monter en expertise sur leur sujet, ça crée de la confiance au sein de l'équipe. Encore faut-il savoir faire de bonnes délégations. À titre d'exemple, je pense qu'il y a premier truc à avoir en tête quand on parle de délégation, c'est faire la différence entre une délégation ouverte et une délégation fermée. Ça veut aussi dire s'adapter à la personne qui est en face de nous. Pour expliquer rapidement ce que sont une délégation ouverte ou fermée. Délégation ouverte, on va plutôt préciser pourquoi on délègue la tâche et quel est l'objectif final et laisser la responsabilité à la personne à qui on délègue de trouver le chemin pour y arriver et de nous tenir au courant de
là où il en est sur ce chemin. Et une délégation fermée, à contrario, va être beaucoup plus cadrante. En général, elle est plutôt réservée au public un peu plus junior, les gens qui sont eux-mêmes en phase de prise de poste de leurs responsabilités, où là, effectivement, on va venir expliciter le plan pour y arriver, voire construire le plan ensemble progressivement et s'assurer d'avoir un système de reporting peut-être un peu plus régulier, un peu plus fréquent, un peu plus fin pour pouvoir recalibrer si jamais il y a des choses à recalibrer. Voilà, donc en résumé, ces stratégies, donc il y en avait 4. La première, c'était la gestion du temps, améliorer la gestion du temps, clarifier les priorités et les attentes, développer sa communication et enfin travailler sur la délégation. Ça va vous permettre de mieux gérer la complexité de ce double rôle qui est super intéressante. Je pense qu'il n'y a pas de choix à faire et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Ça va permettre aussi de réduire la surcharge de travail, d'améliorer l'efficacité, votre efficacité individuelle, mais aussi celle de votre équipe. Si jamais le sujet vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui est en description de cet épisode. Juste pour vous dire, dans les prochains jours, prochaines semaines, on va préparer ce qu'on a appelé un programme d'entraînement, à la manière d'un programme d'entraînement si vous faites de la course à pied ou quel que soit le sport d'endurance d'ailleurs que vous faites, pour les primo-managers, des gens qui passent d'un rôle purement expert, technique. Ça peut être du développement, ça peut être de la finance, ça peut être des achats, ça peut être des RH, à un rôle toujours d'expert, mais avec en plus cette casquette de manager. L'idée, c'est de vous accompagner durant 12 semaines. Alors, ça peut être les 12 premières semaines de votre prise de poste, ou ça peut être 6 mois après, 1 an après, vous vous dites « Ah tiens, là, il faudrait que j'arrive à trouver de nouvelles habitudes et que je mette tout ça en musique. » Voilà, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans les newsletters à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne suite ou fin de journée. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. À bientôt.